Il est 8h, bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Avec le journal du très attendu, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. La France va-t-elle prendre tout son temps pour réduire la part du nucléaire ? Les informations d'Europe 1 sur la très attendue feuille de route énergétique du gouvernement dès le début de ce journal. Les suites de l'affaire Khashoggi mettent la France dans l'embarras. L'Allemagne appelle à suspendre les ventes d'armes vers le royaume saoudien. Le président Macron refuse de répondre. Et puis, cela concerne des millions de nos concitoyens. Le travail de nuit, les horaires décalés ne sont pas bons pour la santé. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui l'affirme. Europe 1. Le président de la République reçoit aujourd'hui une trentaine de hauts responsables du monde de l'énergie. Parmi eux, les patrons d'EDF, d'Engie ou de Total. Il sera question de la très attendue programmation pluriannuelle de l'énergie. Un bras de fer se joue autour de la question du nucléaire. Vous le savez, nous sommes censés réduire la part de l'atome dans le mix énergétique, passer de 75 à 50%, comme s'y était engagé le candidat Macron. Mais, Maud Descamps, la question c'est quand ? L'échéance de 2025 a déjà été repoussée. Les arbitrages doivent être rendus dans les prochains jours. Y a-t-il, Maud, de la part du gouvernement, la volonté d'aller vite ? Alors, c'est ce que veulent les écologistes, c'est ce que voulait Nicolas Hulot, mais ce n'est pas ce qui ressort de ce document. En haut lieu, voilà ce que l'on dit. On va être pragmatique, on va revenir à la raison, on arrête le délire. La réduction du nucléaire n'est donc pas au centre de ce document. Et le calendrier va même être repoussé. Le passage de 70 à 50% du nucléaire dans notre production d'énergie ne sera pas atteint en 2025. Emmanuel Macron devrait donc annoncer un report à 2035 au moins. En ce qui concerne les fermetures de réacteurs, on oublie les 17 fermetures espérées par Nicolas Hulot à l'époque. Nous serons probablement plus proches de 12 et ils ne commenceront à fermer qu'à partir de la fin des années 2020. Par ailleurs, même si ce ne sera pas clairement annoncé, le gouvernement devrait laisser la porte ouverte à la construction de nouveaux réacteurs, les EPR, aux alentours de 2030-2040. Bref, une réduction du nucléaire très en douceur, ce qui n'empêchera pas une poussée très forte sur les énergies renouvelables. C'est la volonté qu'affichera Emmanuel Macron. C'est le cœur de cette feuille de route pour agir sur le climat. Pour cela, le gouvernement veut aussi s'attaquer aux énergies fossiles qui produisent du CO2. Les 4 centrales à charbon encore en service en France fermeront donc leurs portes d'ici 2022. Et puis, autre volet qui nous concerne, nous, consommateurs, il va falloir réduire notre consommation d'énergie avec des logements mieux isolés, des véhicules électriques et les entreprises, elles aussi, seront poussées à faire un effort pour produire moins de CO2. Merci Maud Descamps pour ces informations. Les suites de l'affaire Khashoggi qui mettent la France dans l'embarras, David. Oui, la faute au ministre allemand de l'économie. Peter Altmaier a officiellement enjoint tous les pays européens à suspendre leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Problème, le Royaume est le deuxième client de la France dans ce secteur. On parle de 1,4 milliard d'euros d'exportation et je ne vous parle que de l'année dernière. Alors, Emmanuel Macron se serait bien passé de cette leçon du partenaire allemand. Le président était hier en visite au salon Euronaval consacré aux industries navales de défense. Est-ce le signe d'un malaise ? Il a sèchement envoyé paître les journalistes qui ont osé l'interroger à ce sujet. Mon agenda n'est pas dicté par les médias, que ça vous plaise ou non. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Voilà, il ne répond pas, le président de la République. C'est une affaire en tous les cas qui embarrasse beaucoup de pays. La Turquie, que se passe-t-il en Turquie, David ? Recep Tayyip Erdogan ne relâche pas la pression. Il s'est longuement exprimé hier. Il a appelé à punir toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Nous rejoignons l'envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul, Justin Morin. Qu'est-ce qui se joue exactement ? Est-ce que c'est, Justin, une compétition entre deux leaders, Erdogan d'un côté, Mohamed Ben Salman de l'autre ? C'est une compétition, oui, un combat à distance entre les deux hommes, on peut appeler ça comme on veut, mais ce qui est sûr, c'est que l'affrontement penche déjà largement en faveur du président turc. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il a toute la communauté internationale de son côté, sans avoir à dire grand-chose. On parle quand même de la mort d'un journaliste réputé, travaillant notamment pour le célèbre Washington Post. Erdogan l'a donc répété, il veut punir tous les responsables, du plus haut niveau au plus bas. Son rival Mohamed Ben Salman n'est jamais cité, mais plus les jours passent et plus la pression augmente. Reste cette question,
Où est le corps du journaliste assassiné? Les Turcs suivent de très près l'affaire, comme Metin, qui suit les recherches diffusées en boucle sur la télévision de son restaurant. C'est très grave que ce soit arrivé en Turquie, sur notre sol. Et c'est à nous de découvrir la vérité. C'est notre responsabilité, c'est important pour notre réputation. On doit montrer qu'on n'est pas responsable, que c'est la faute des Saoudiens. Ce sont eux les coupables. Les enquêteurs travaillent et je pense qu'on saura rapidement tout ce qui s'est passé. Un moment attendu ce soir devant le consulat saoudien. Les amis de Jamal Khashoggi appellent un rassemblement silencieux avec un slogan: nous sommes Jamal. Merci Justin Morin, vous étiez en ligne d'Istanbul pour Europe 1. Et puis on va essayer de décrypter ce qui se passe actuellement et notamment avec les prises de position du président turc concernant l'affaire Khashoggi dans quelques minutes avec Vincent Herouet. Et maintenant cette information Europe 1 signée Guillaume Bier, un jeune garçon de 16 ans a été mortellement poignardé cette nuit à Paris au cours d'une rixe mêlant une trentaine de jeunes. Cela s'est passé vers minuit, boulevard Mortier dans le 20e arrondissement. Dans la foulée, les policiers de la BAC ont interpellé 3 jeunes suspects qui ont été placés en garde à vue. L'un d'eux était porteur d'un couteau, un autre avait son blouson ensanglanté. C'est la police judiciaire parisienne qui est en charge de l'enquête. L'entreprise Lactalis, à nouveau dans la tourmente. Oui, selon le Canard enchaîné et l'association des familles de victimes, le groupe a continué à écouler 8000 tonnes de lait en poudre produite dans sa fameuse usine de Cran. Un produit donc potentiellement contaminé à la salmonelle, et ce, après les premiers rappels. Les 8000 tonnes en question sont passées sous les radars parce qu'elles étaient destinées à des desserts pour adultes. Écoutez Quentin Guillemin, le président de l'association des familles de victimes. 8000 tonnes, c'est énorme. Concrètement, il s'agit d'autres produits qui, eux, n'ont pas été retirés. D'autres poudres de lait qui étaient destinées aux industriels, qui étaient également fabriquées dans ces usines, dans les mêmes tours de séchage dont on sait aujourd'hui qu'elles ont été contaminées pendant que l'affaire se déroulait. On l'a découvert par, tout simplement, les documents que nous avions demandés depuis près d'un an maintenant, par le préfet de Mayenne. Il y a plus de 300 pages, et donc nous ne savons pas aujourd'hui si ces poudres de lait étaient contaminées. Mais c'est évidemment pas normal qu'on le découvre maintenant, parce que ça veut dire que ça a été écoulé en toute discrétion. En tous les cas, l'État n'a rien fait. Et donc on peut se poser la question de la complicité de l'État. Le président de l'association des familles de victimes de Lactalis, Quentin Guillemin, joint pour Europe 1 par Aude Vernuccio. Le sort de l'aciérie Ascoval, près de Valenciennes dans le Nord, devrait être connu aujourd'hui ou dans les prochains jours. Le tribunal de grande instance de Strasbourg risque bien de prononcer la liquidation. Ce sont 281 salariés qui risquent de se retrouver au chômage. La suite du journal avec David Doucan. Attention, si vous travaillez de nuit, si vous avez des horaires totalement décalés, atypiques, cela peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Écoutez bien. Oui, ce sont plusieurs millions de nos concitoyens, Nikos, qui sont concernés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire organise aujourd'hui une journée scientifique sur les risques du travail sur la santé. Les horaires décalés sont parmi les premières causes de maladies. Les explications d'Ève Roger. Les Français sont déjà 3,5 millions à travailler la nuit, infirmières, pompiers ou ouvriers en 3-8, mais ils sont encore plus nombreux à avoir des horaires atypiques, très tôt le matin et très tard le soir dans les entreprises de nettoyage par exemple, en soirée dans les cafés ou restaurants ou dans certaines grandes enseignes qui font ce qu'on appelle des nocturnes, obligeant ainsi les salariés à repousser d'autant leur horaire du coucher. Et c'est l'horloge biologique de ces millions de Français qui est déréglée, car ces horaires de travail perturbent l'alternance naturelle du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, avec des conséquences graves ou même très graves pour la santé, explique Gérard Lasfargue, directeur général délégué à l'ANSES. Des troubles du sommeil, des perturbations, des fonctions qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire de l'attention, de la concentration, de la mémoire, jusqu'à des maladies graves comme des suspicions de cancer du sein aujourd'hui par exemple, ou des maladies cardiovasculaires, coronariennes ou encore métaboliques comme l'obésité ou le diabète. Selon des études récentes, ces maladies, diabète, obésité, commencent à apparaître après 5 à 10 ans de travail de nuit, 10 à 15 ans pour les cancers. Information signée Ève Roger, la chef du service société d'Europe 1. Allez, on va changer d'ambiance. L'actualité cinéma tient en 3 mots, le grand bain. Tout le monde en parle. Ah oui, le film de Gilles Lelouch qui avait été ovationné à Cannes. L'histoire de ces quadras et quinquas qui se lancent dans la natation synchronisée. Alors, il y a Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet par exemple, et alors Mathieu Charrier, monsieur cinéma d'Europe 1. Je ne suis pas dans la natation synchronisée. Non, vous avez vu le film. Vous avez la chance d'avoir
vu le film. Oui, moi aussi. Oui, moi je préfère éviter, si vous m'autorisez. On devrait normalement, Mathieu, se régaler parce que les acteurs que je viens de citer jouent eux-mêmes, ils font eux-mêmes leur cascade, si j'ose dire, ils jouent eux-mêmes les scènes de baignade. Et oui, les acteurs se sont entraînés pendant 7 mois, 2 fois par semaine. Il faut dire qu'ils ont effectivement tourné à l'INSEP. Toutes les figures aquatiques, sauf une, faut l'avouer, celle qui consiste, vous savez, à avoir les 2 jambes en dehors de l'eau. C'était impossible si on n'est pas un professionnel. Écoutez Mathieu Amalric, Philippe Catherine et Guillaume Canet. Pas en slip de bain, ça commence plutôt comme de la danse face à un miroir, avec la violence de son reflet. Fallait qu'on fasse des abdos et tout ça, c'était abominable. Et retourner dans l'eau des fois à 4h du mat pour refaire les figures et tout, c'était vraiment éprouvant comme tournage. Voilà, un tournage difficile avec l'entraîneuse de l'équipe de France féminine de natation synchronisée. Gilles Lelouch a découvert au passage que Félix Moiti, qui fait partie de l'équipe, ne supportait même pas de mettre la tête sous l'eau, pas très pratique. Mais le réalisateur a quand même tenu à ce que ce soit les acteurs qui fassent leur figure. Je laisse certaines imperfections. Il y en a un qui est un peu plus en avance que l'autre. C'est pas grave, ça fait partie de la beauté du geste. Et puis il n'y en a pas un qui a été faire un régime ou voir un coach vite fait pendant 4 mois pour revenir avec le corps de Brad Pitt, quoi. Ils ont assumé leur âge, leur chair, leur ventre. Il n'y a pas trop moyen de se la raconter. Voilà, résultat, un full monty à la française, drôle, sensible, le film d'une génération, succès déjà garanti. Merci Mathieu Charrier, ça donne envie, Nico, d'aller le voir. Bah oui, je l'ai vu, il est magnifique. Ah, vous l'avez vu. Et surtout, c'est cette capacité du réalisateur à mettre ensemble des familles de théâtre et du cinéma qui n'ont rien à voir, mais pour un film, un bon scénar et une bonne cause, on oublie toutes les étiquettes. Bon, feel good movie, comme on dit en bon, français. Un mot de football, c'est la troisième journée de Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais a fait match nul hier face aux Allemands d'Offenheim, 3 buts partout. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes les Italiens de Naples. Et puis baptême du feu en Ligue des Champions pour le nouvel entraîneur de Monaco, Thierry Henry. Et ses hommes affronteront le club belge de Bruges. Le journal de 8h était présenté par David Doucan. Bonne journée à tous.